C'est très compliqué de vivre en France, économiquement, politiquement, socialement. Moi, honnêtement, j'en étais incapable. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je me suis expatrié. Je ne pouvais plus. À un moment, je reçois un appel de ma mère qui dit « Tiens, j'ai reçu un courrier de la part des impôts. J'ai passé la frontière du coup depuis l'Estonie vers la Russie pour faire 300 km. Ça m'a pris 17 heures. » Je pense que l'entrepreneur moyen de Dubaï, en toute honnêteté, est beaucoup plus avancé que l'entrepreneur moyen français. Je suis très bien situé là où il y a le Burj Khalifa. J'ai 92 mètres carrés, 2 chambres. Et je vais payer un peu moins de euros par mois. Et les personnes de notre âge, dans la vingtaine, même la trentaine, etc. Non, évidemment, vous n'aurez pas de retraite. C'est logique, tout le monde le sait. N'ayez pas trop peur de rester en France ou dans un pays, il faut s'admettre, qui est en déclin et on n'a aucune perspective d'attractivité. Il a quitté la France pour l'Estonie, puis il a quitté l'Estonie pour Dubaï. Aujourd'hui, on reçoit sur la chaîne Enguerrand. Ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne Enguerrand. Comment tu vas? Écoute, salut à tous. Ça me fait aussi très plaisir d'être là. Ça va très bien. Ça va très bien. Je reviens de vacances d'été qui étaient magnifiques dans toute l'Europe. On va pouvoir en parler justement. Donc franchement, c'est parler de ces vacances, t'es obligé de passer un bon moment, donc j'espère que ça va plaire les auditeurs. C'est vrai que l'été à Dubaï, c'est un peu comme l'hiver en Estonie, il faut fuir, et je comprends. Petite anecdote déjà pour commencer, notre rencontre en Guérant. Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés? C'est quand même exceptionnel. J'étais dans la rue à Tallinn avec Marion, ma compagne. On marchait dans la rue, t'es arrivé en trottinette électrique, tu t'es arrêté devant nous, et tu as dit ouais, tu me connais pas, mais moi je te connais, je suis tes vidéos, et c'est en partie grâce à tes vidéos que je suis venu m'installer en Estonie, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Je me rappelle très bien, c'était il y a 3 ans, même un peu plus de 3 ans maintenant, et c'est ça, j'arrivais très vite, et c'est vrai parce que tu vois, je suivais vos vidéos depuis la France, et je me disais, franchement, j'ai vraiment envie d'y aller, et je suis d'autant plus content de faire ce podcast-là aujourd'hui avec toi, pour ces raisons-là. Tu viens d'où en France à la base? Je suis bordelais. J'ai grandi plus particulièrement à côté de Saint-Émilion, puis j'ai fait mes études à Bordeaux, donc ok. c'est défini comme Bordeaux. Eh bien, pour commencer, 3 questions. Tu as quitté la France en quelle année? Pourquoi t'as quitté la France? Et qu'en a pensé ta famille et tes proches? J'ai quitté la France en 2022, en mai 2022 pour être exact. Donc, juste avant le fameux été estonien qui est la meilleure période. Pourquoi est-ce que j'ai quitté? C'est ça la seconde question? Ouais. J'ai quitté la France parce que je me sentais pas heureux, épanoui. Aussi parce que j'avais pas un entourage d'entrepreneurs. Et c'était un moment où, dans mon entreprise, je sentais que je stagnais en termes de revenus, etc. Et je voyais pas comment passer au niveau supérieur. Et du coup, l'Estonie m'a beaucoup aidé en tant que première destination. C'était vraiment très attractif parce que je connaissais déjà une bonne quinzaine d'entrepreneurs sur place, certains que je considérais comme des amis avec qui j'échangeais depuis des années. Et donc voilà, ça a été vraiment une grosse motivation pour quitter la France. En réalité, si je devais résumer ça, c'était l'ambition de passer au niveau supérieur qui m'a fait réellement quitter la France. Et la réaction de mes proches, écoute, elle a été plutôt positive au global. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui étaient assez méfiants, peut-être même médisants il y a quelques années quand je suis parti, et qui, sont beaucoup plus positifs après quelques années de recul, aussi parce que la situation en France s'est pas améliorée en 3 ans, et donc ils comprennent d'autant plus cette volonté-là de s'être expatrié. Donc au final, je dirais plutôt note positive. Il y avait simplement envie de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir à l'étranger, quoi. C'est cette idée-là. Et du coup, toi, tu t'es expatrié dans un cadre d'entrepreneuriat. Tu disais, t'as lancé ton entreprise. Tu fais quoi exactement, toi, dans la vie? Moi, j'ai une entreprise, donc un SaaS de manière générale, donc un Software as a Service. D'une manière générale, on va aider les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram et TikTok. Et encore plus particulièrement, en fait, on a développé une technologie qui permet de se connecter aux comptes des réseaux sociaux de nos clients et d'aller obtenir des vrais followers qualifiés, des prospects, des opportunités business, et donc le tout en automatique. Ok, donc ouais, SaaS en gros c'est un logiciel que tu payes tous les mois ou tous les ans, et c'est des revenus récurrents, chose qui est très en vogue en ce moment. T'as entrepris à quel âge? Parce que du coup t'as fait tes études à Bordeaux, t'es jeune encore, et c'est vrai que tu t'es lancé assez vite. J'ai commencé à entreprendre à ma première année de fac, donc j'avais 18 ou 19 ans, quand même assez tôt. Maintenant j'en ai 27, donc ça va bientôt faire 10 ans. Donc ouais, j'ai commencé assez jeune, à côté de la fac. Et pourquoi avoir choisi l'Estonie? Parce que c'est vrai que tu disais l'idée c'était d'être dans un environnement d'entrepreneur. C'est pas possible en France? Écoute, moi dans le climat où j'ai évolué, j'avais pas d'entrepreneurs autour de moi. Ensuite, quand je faisais mes études du coup cette fois-ci à Bordeaux, j'avais pas non plus, si je puis dire, d'amis, de collègues entrepreneurs. C'était réellement compliqué, tu vois. Quand tu n'as pas d'entourage d'entrepreneurs, quand tu n'as pas de famille d'entrepreneurs,
tu vas être à peu près contraint de faire toutes les erreurs possibles en entrepreneuriat. À partir du moment où j'ai su qu'il y avait des personnes qui faisaient plus ou moins la même chose que moi, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat en ligne dans un autre pays et qui avaient plus ou moins le même âge, je me suis dit, c'est en apprenant auprès de ces personnes-là que je vais pouvoir vraiment faire un bond en entrepreneuriat. Et donc, pour moi, l'Estonie, ça a été une évidence de par le réseau que je connaissais là-bas, mais aussi par les démarches administratives que tu connais très bien. C'est très facile de s'expatrier en Estonie. C'est vraiment pensé pour. Donc, c'était très, très attractif en tant que première destination d'entrepreneuriat. Anecdote intéressante qui va passionner les gens qui nous regardent. Quand tu as quitté la France, tu as eu un contrôle fiscal. C'est un peu la peur de tous les entrepreneurs. On se dit, voilà, si on part à l'étranger, est-ce que la France va regarder nos comptes? Est-ce qu'on va devoir payer quelque chose avant de partir? Toi, ça t'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé et un peu. Alors, c'est pas forcément lié à mon expatriation en réalité. C'est dû à une erreur de ma part, mais pour le coup, j'en étais vraiment pas du tout conscient. J'étais encore en statut auto-entrepreneur quand j'étais en France. Et bref, pour rentrer rapidement dans le détail, ce qui m'a fait défaut, c'est que je déclarais un certain chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF, mais je le déclarais pas en perso. Et je savais même pas qu'il fallait le déclarer en perso. Et donc du coup, ça fait une alerte. Ensuite, ils ont creusé. Entre-temps, je m'étais expatrié en Estonie. Du coup, ils ont cru que les inspecteurs fiscaux ont cru que je fraudais consciemment. Et bref, à un moment, je reçois un appel de ma mère qui dit tiens, j'ai reçu un courrier de la part des impôts qui parlait de contrôle fiscal, etc. Pour relier ça à mon expatriation, à partir du moment où j'étais très clair, honnête, si je puis dire, dans mes intentions auprès des contrôleurs fiscaux, ça n'a pas vraiment posé de problème le fait que je sois en Estonie. Par contre, c'est clair qu'ils étaient, ils ont toujours un peu peur parce que techniquement, même si ça fait partie de l'Union européenne, il y a certains pays qui vont pas forcément jouer le jeu de donner les papiers, les informations, la localisation, etc. Mais bon, c'était clairement pas mon intention de frauder, tu vois. Donc, il y avait pas de gêne. Quoi qu'il en soit, ça peut muscler un peu le discours de leur côté au début, surtout parce que ils pensent vraiment que forcément, comme ça se passe dans plein de cas, de personnes qui vont à l'étranger pour essayer de frauder les impôts. Parce que toi, ce qui s'est passé, c'est que tu étais auto-entrepreneur en France, tu déclares tes revenus, etc. Alors effectivement, il y a l'URSSAF qu'on paye tous les mois et à côté, il y a la déclaration d'impôts à faire tous les ans où tu payes tes impôts à titre personnel. Toi, du coup, quand tu décides de quitter l'Estonie, tu fermes ton auto-entreprise, tu fermes tout en France, tu pars en Estonie et c'est à ce moment-là qu'ils font un contrôle, après que tout ait été fermé, en fait. Oui. En fait, ils vont contrôler même jusqu'à la fin d'année 2022, sachant que je me suis expatrié, du coup, en cette mai, même année-là, en mai. Et ensuite, il faut montrer patte blanche et montrer que tu as en effet ouvert une entreprise en Estonie, etc. Sinon, ils considèrent que le chiffre d'affaires que tu as fait doit leur être dû, surtout 2022. Et donc, évidemment, encore une fois, si tu fais les choses dans le bon ordre, il n'y a pas de souci. Et donc moi, le contrôle s'est arrêté à partir du moment où j'ai créé la date de la création tout simplement de mon entreprise en Estonie. Donc ouais, ça s'est plutôt bien réglé si je puis dire. T'as dû quand même régulariser ta situation. Il y a eu un montant à payer. Oui. Après, pour ceux qui ont fait des contrôles fiscaux, il y a toujours en fait des choses à redire. La réalité, c'est que là, pour le coup, dans l'administration fiscale française, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus compliqué et incompréhensible que ça qu'on peut connaître. Donc, il y a toujours des choses à dire. Sur la TVA, par exemple, c'est bête à dire, mais moi, j'avais fait passer en frais d'entreprise un costard, un costume pour le coup professionnel. C'est quand même la base quand t'es un entrepreneur de venir apprêter, soigner. Et par exemple, ils ont pas accepté ça. Okay. Donc voilà, c'est toujours des petits réajustements. Entre guillemets, c'est la vie. Et puis encore une fois, à partir du moment où tu as quitté la France, pour être très honnête, moi j'étais assez soulagé parce que tout est beaucoup plus simple. Ça a été un soulagement de savoir que à partir du moment où t'as un bon comptable, des choses comme ça, t'as plus rien à craindre, que ce soit en Estonie, à Dubaï ou quoi que ce soit. Donc voilà. C'est quoi les choses qui t'ont marqué quand t'es arrivé en Estonie? Alors, avant de m'expatrier en mai 2022, j'avais déjà fait quelque chose comme un mois et demi, mais simplement en voyage, en repérage, si je puis dire, un an à l'avance. L'Estonie, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est le côté calme du pays, quelque chose que j'adore encore. J'y étais là il y a un mois. J'adore toujours autant le calme de l'Estonie. Ça a été aussi le côté froid des gens, mais je le vois pas forcément comme un désavantage. Étant un peu dans ma personnalité, je peux être comme ça. Ce qui fait qu'au final, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Et puis aussi l'aspect nature, ça aussi est un gros point positif. Moi qui adore la nature, pour le coup, quelque chose qui peut manquer à Dubaï. Mais ouais, tu le sais aussi bien que moi, en 10-15 minutes maximum de voiture, t'es en plein milieu d'une forêt, t'es encore une fois au calme, t'es tranquille. Et donc ça aide à bien tout simplement se relaxer après une journée de boulot, des choses comme ça. Donc ouais, c'était principalement ça. On vend souvent, et moi le premier, l'Estonie comme le paradis
paradis des entrepreneurs. C'est quoi la réalité, la vie sociale, la météo, l'intégration, la solitude aussi potentiellement quand on s'expatrie? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu au quotidien? Parce que c'est vrai que quand on s'expatrie, on imagine un peu quitter tous ces problèmes en France et avoir une nouvelle vie parfaite. Est-ce que c'était vraiment ce paradis pour entrepreneurs en Estonie? Écoute, moi je peux te parler déjà de 2022, mais mon avis a beaucoup évolué entre l'Estonie de 2022 et l'Estonie de 2025. Ok. Parce que j'y vais régulièrement, j'y vais 1 à 2 fois par an quoi qu'il arrive, donc j'ai pu voir un peu les choses évoluer. Malgré ça, l'Estonie, je dirais que en potentiel inconvénient / la réalité, c'est que ça va surtout être l'hiver. Le froid, tout le monde parle du froid. Bon, le froid en réalité, tu mets un bonnet, une écharpe, un bon manteau, etc. Voilà, t'as chaud, il y a pas de souci. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Par contre, c'est plutôt au niveau de la luminosité. Je dirais que à partir de novembre jusqu'à avril-mai, en termes de luminosité, c'est franchement pas ça. Et puis, t'as aussi ce climat un peu gris qui peut jouer sur ton humeur. Donc luminosité et climat un peu gris, même après, franchement, même au mois de juin, sans exagérer, même juin, août, quand j'y étais, il a plu, etc. Pourtant, en tant que Français, tu vas être habitué à du grand soleil, grand ciel bleu, etc. Bon, c'est pas vraiment ça. Et moi, je pense que en tant qu'entrepreneur, il y a quand même quelque chose de très important, ça va être ton humeur, ta joie de vivre, ton énergie de manière générale. Et je m'en suis bien rendu compte, j'ai passé un hiver complet en Estonie et que ça a affecté réellement ma productivité et donc, indirectement, les performances de mon entreprise. Et je suis dans un stade de ma vie où j'ai envie d'avoir une entreprise qui est performante. Pour remettre un peu dans le contexte, j'ai une quinzaine de personnes dans mon équipe maintenant. Donc, j'ai envie d'avoir quelque chose de grand, j'ai envie d'évoluer, des choses comme ça. Du coup, je me suis dit quand même, si 8 mois de l'année, plus ou moins, tu sens que tu as une petite baisse d'énergie, des choses comme ça, c'est que c'est dommage. Et puis, le second point, c'est que l'Estonie, en l'occurrence Tallinn, la capitale, ça reste petit. Ça peut être un avantage au début parce que tu peux te familiariser simplement avec tout ce qui se passe dans la ville, etc. Mais au bout d'1 an et demi, je me suis dit quand même que ça commençait à être un désavantage parce que j'avais fait j'adore aller au restaurant. Donc j'avais fait un peu tous les bons restaurants, j'en faisais un peu le tour. Le week-end, période où normalement je me repose parce que comme je suis en B2B, je m'adresse à des entreprises où on n'a quasiment pas d'activité le week-end. Donc le samedi et le dimanche, c'est vraiment le moment où je peux profiter. Eh bien, à un moment, je me demandais vraiment qu'est-ce que j'allais faire le week-end parce que j'avais plus ou moins tout fait 2 fois, 3 fois, etc. Et donc, bref, au bout d'1 an et demi, 2 ans, je suis arrivé un peu je sais pas si je peux dire à saturation, ou en tout cas, j'ai vu les limites de l'Estonie en tant que destination d'expatriation et d'entrepreneuriat. C'est vrai que les gens parlent souvent du froid l'hiver, mais c'est vrai que la luminosité, c'est le pire. Moi, j'ai fait la même chose. La première année, j'ai passé l'hiver entièrement ici. J'ai eu moralement du mal. Honnêtement, je pense même petite déprime. C'est trop dur parce qu'en fait, il y a que 5 heures de jour. En gros, il fait jour que de 10h à 15h. Le reste, il fait nuit. Et en fait, ce petit laps de temps où il fait jour, c'est vrai qu'il fait gris, en fait. Il neige, il y a du brouillard, on voit rien. C'est assez pesant sur le moral et ça dure longtemps. En fait, si ça durait que 2 mois, ça irait. Mais c'est vrai qu'à partir de octobre, le temps, il se dégrade bien et ça peut aller jusqu'à avril, voire mai de temps vraiment pourri. Et ça joue sur le moral et c'est ce qui fait que moi, je pars tous les hivers au soleil et ça joue énormément sur le moral. Par contre, ouais, tu disais que tu avais vu une grosse différence entre l'Estonie de 2022 et l'Estonie de 2025. C'est quoi cette différence? Ouais, alors même la première fois où je suis allé en Estonie, c'était bien en 2021. Donc je peux même remonter à cette période-là. Je dirais surtout au niveau tu sais, l'Estonie en 2021, c'était environ, tout était 30% moins cher, 30 à 50% moins cher par rapport à la France. Et donc du coup, c'est encore une fois, quand tu es un petit entrepreneur, disons que tu débutes, tu fais quelques milliers, je viens des chiffres précis, entre 5 et 10 000 euros par mois, t'es vraiment, dans le passé, c'est toujours un peu vrai aujourd'hui, mais t'étais vraiment le roi de l'Estonie, quoi. T'avais pas forcément besoin de gagner beaucoup plus pour avoir un train de vie qui coûterait en tout cas beaucoup plus cher que si t'étais en France. Et donc du coup, j'ai vu petit à petit évoluer, notamment, évidemment, il y a eu le Covid, il y a eu la crise, il y a eu la guerre Ukraine et Russie, ce qui fait que l'inflation a été très haute, aux alentours de 30%, même encore maintenant, je crois ne pas me tromper si je dis qu'elle est aux alentours de 23%, donc elle reste excessivement haute. Et du coup, je dirais que entre 2015 et plus ou moins 2021-2022, l'Estonie, c'était énorme en termes de salaire net. Ils ont quasiment doublé en une quinzaine d'années. Ouais. C'était une destination très intéressante et aussi en investissement, en infrastructure, etc. Et c'était super. Par contre, maintenant, j'y retourne tous les ans, régulièrement, etc. Et puis je vois, pour être sincère, entre 2021 et 2025, il n'y a pas grand-chose qui a évolué en termes d'infrastructure, en termes d'investissement, etc. Ce qui fait que, du coup, ça reste une petite ville, un petit pays de manière générale, qui a du mal à réellement faire baisser l'inflation et donc avoir un niveau de vie où tu te dis, ouais, franchement, je suis super content, c'est une super bonne affaire d'aller à ce resto-là, etc., etc. Et donc, je dirais que, de mon point de vue, l'Estonie, j'aurais recommandé à tout le monde d'aller en Estonie en 2021, 2022, potentiellement 2023. Maintenant, on est en 2025, fin 2025. Si quelqu'un me
me dit, tiens, j'ai envie de m'expatrier en Europe, pas trop loin, etc., qu'est-ce que tu me recommandes? Très honnêtement, je recommanderais pas l'Estonie. Je pense qu'il y a des pays en Europe qui sont bien plus intéressants en termes de développement, d'infrastructures, d'impôts, de taxes, évidemment, c'est important, de coût de la vie, et qui ont moins, évidemment, cet aspect négatif, le fameux aspect de l'hiver. Donc, il fait moins froid et surtout, il fait plus jour l'hiver. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une vraie inflation en Estonie. Moi, je le confirme, entre 2021 où je suis arrivé et 2025, les prix ont augmenté, mais pour tout, que ce soit pour les restos, que ce soit pour juste faire ses courses au quotidien. Déjà, la TVA, elle est passée à 24%, donc forcément, ça change les prix. Au-delà de l'inflation, même les appartements. Moi, j'ai changé d'appartement récemment. L'appartement que je louais depuis 2021, le nouveau locataire, il paye 20-30% de plus maintenant. Donc, ouais, beaucoup de choses ont changé. Avec le recul, pour toi, qui devrait vraiment s'expatrier en Estonie et qui doit absolument éviter ce pays? Tu vois, toi, t'es parti jeune, je suis parti jeune, on est plein de jeunes à quitter la France et à s'installer ailleurs. Toi, tu dis qu'aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont plus intéressants que l'Estonie en Europe? Je pense honnêtement. Tu vois, même relativement similaire à l'Estonie et encore plus proche que de la France, relativement plus proche, il y a la Pologne. Ouais. La Pologne, j'ai découvert ce pays-là l'été dernier, donc en 2024. Je suis allé dans un premier temps à Varsovie, puis à Cracovie, les deux plus grandes villes. D'ailleurs, Cracovie qui ressemble énormément à Tallinn, mais encore une fois en plus grand, si je puis dire, peut-être un peu plus actif, etc. Et puis bon, la Pologne, pour ceux qui suivent un peu l'économie, notamment européenne, c'est le pays qui est en train de se développer, enfin d'ailleurs qui se développe énormément depuis ces 20 dernières années. Donc ça devient très intéressant. Malgré ça, le coût de la vie reste 20 à 30% moins cher cette fois-ci, je dirais, qu'en France. Pour autant, j'ai été très surpris de voir à Varsovie des énormes tours et beaucoup de tours. Donc ça bâtit. On voit qu'il y a de l'investissement. On voit que les entreprises là-bas sont en bonne posture. L'image qu'on pouvait avoir, peut-être, tu vois, de la Pologne qui s'est faite raser pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils se battaient sur des chevaux contre des tanks. Puis ensuite, il y a eu l'URSS, etc. Je pense que cette image-là, qui peut rester un peu dans les consciences, est totalement erronée. Et encore une fois, j'ai pris une grosse claque en allant autant à Cracovie qu'à Varsovie, parce que il fait bon vivre, les gens sont sympas, sont un peu plus ouverts que les Estoniens même. Et ouais, et même en termes d'imposition, alors t'es pas à 0% comme tu peux l'être en Estonie, mais peu importe. Pour m'être renseigné à titre informatif il y a quelques mois, tu restes quand même, ça reste largement jouable. Donc il y a pas de gros problème d'un point de vue fiscal en tant qu'entrepreneur à s'installer en Pologne. Et il y a un point qui est important quand même sur une expatriation en Europe. L'Estonie, c'est vrai que c'est facile, parce que déjà administrativement tout est facile, mais les gens de manière générale parlent anglais. Est-ce que c'est le cas en Pologne? Est-ce que c'est le cas aussi en Bulgarie, en Roumanie? C'est un peu les pays qui reviennent. Il y a la Lettonie aussi qui est juste en dessous, où il y a pas mal d'entrepreneurs. Mais j'ai l'impression qu'à Tallinn, on parle beaucoup plus anglais. C'est peut-être plus simple pour s'intégrer. Pour le coup, j'ai pas fait tout ce qui est Bulgarie, Roumanie, mais concernant la Pologne, je me souviens pas avoir eu de réels problèmes pour converser. Ok. Donc tu vois, dans les choses du quotidien, encore une fois, ça va être notamment prendre une commande au restaurant et peut-être demander ses directions ou des choses basiques. J'ai pas ressenti de problème en Pologne. Ok. Autre point, toi, tu es arrivé célibataire en Estonie et t'as trouvé l'amour ici. Est-ce que tu peux nous partager comment c'est d'être en couple avec... c'est une Estonienne avec qui t'es? Tout à fait, ouais. Comment c'est d'être en couple avec une Estonienne? Est-ce que c'est différent d'une Française? Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, évidemment, on va pas faire d'amalgame, mais toutes les femmes et tous les hommes sont différents. Mais je dirais que en grande différence, déjà, il faudrait préciser quelque chose, une spécificité à l'Estonie, c'est que tu vas avoir une partie de la population qui est de culture estonienne et une autre partie de la population qui va être de culture russe. Donc tous les deux sont bien des Estoniens, mais par contre, les mœurs sont quand même bien différentes. De mon côté, ma copine est donc estonienne, mais de culture russe. Donc je peux parler de ce que je connais. En l'occurrence, écoute, les grandes différences, c'est compliqué à dire, mais je dirais que il y a une part plus importante à la féminité et à des valeurs plutôt traditionnelles. D'ailleurs, qui ne serait pas forcément le cas si ma copine était estonienne de culture estonienne. Pour le coup, ça c'est vraiment différent. De mon point de vue, ça pourrait ressembler davantage à la culture peut-être finlandaise, suédoise, etc. pour une estonienne. Donc oui, pour donner des exemples précis, je dis c'est pas forcément mon cas, mais d'expérience, une femme russe à partir de 23, 25 ans va vouloir un enfant, va vouloir se poser, va tester, si je puis dire, l'homme de la famille pour savoir si c'est le bon pour elle aussi. Est-ce que, par exemple, c'est une personne qui va, ce qui est classique, notamment en culture russe, c'est d'offrir des fleurs régulièrement, être attentionné. Alors qu'en France, en toute honnêteté, moi, si ce n'est pour peut-être un anniversaire et la Saint-Valentin, j'avais pas pour coutume d'offrir des fleurs. Mais là,
techniquement, c'est bien vu d'en offrir tous les 15 jours, tous les mois environ, etc. En tout cas, ça fait partie des critères qui sont importants pour une femme estonienne, du coup, et de culture russe. Je pourrais même dire même une russe de manière générale. Donc, oui, voilà. Si je devais résumer ça de manière très simple, très globale, t'as un aspect plus important sur la féminité et des valeurs plus traditionnelles, d'une manière générale, sur le couple. Ok. Est-ce que c'est plus difficile de trouver l'amour en France ou à l'étranger? Je sais aussi que t'as beaucoup voyagé, t'as fait pas mal de pays. Je sais pas si t'as d'expérience ailleurs qu'en Estonie, mais est-ce que c'est plus simple? Ouais, alors, tu sais, je pense que ça va dépendre beaucoup du profil. La réalité, c'est que je vais parler pour moi, vraiment mon expérience. Quand tu es un entrepreneur, que tu es jeune, que tu gagnes bien ta vie, en toute humilité, que t'es pas trop moche, etc., que tu sais bien t'exprimer, que tu as de la culture, évidemment que tu vas avoir de la facilité à l'étranger. Pour le coup, que ce soit en Europe, ça pourrait être aux États-Unis, en Chine ou quoi que ce soit. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui qui a longtemps habité, qui habite toujours en Estonie et qui a trouvé sa copine en Chine, qui est chinoise, traditionnelle, etc. Et donc oui, bien évidemment que c'est plus simple quand tu es étranger. Maintenant, ça dépend pas que du fait que tu sois étranger. Je dirais que surtout dans les pays de l'Est, les femmes vont être davantage traditionnelles que les Françaises. Et donc c'est pour ça que tu as une certaine compatibilité entre être un entrepreneur, être du coup entreprendre de manière générale dans la vie, dans l'entrepreneuriat, mais aussi au niveau de ton couple, savoir prendre des décisions, des choses comme ça. Ça va être des valeurs qui vont réellement intéresser, je dirais, les femmes de l'Est et qui vont être potentiellement moins intéressantes pour les Françaises. En tout cas, ça va pas être un des critères principaux. Donc oui, c'est plus simple. Encore une fois, c'est pas juste parce que tu es étranger que tu vas pas galérer à l'étranger. Je pense que ce serait trop simpliste de dire ça. Est-ce que le fait d'être français, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Est-ce que les Français, ça marche mieux que on dit en tant qu'étranger, c'est plus facile. Est-ce qu'en tant que Français, c'est encore plus facile? Écoute, c'est clairement un avantage. Moi, je le vois bien quand les personnes peuvent dire que ce soit n'importe où dans le monde, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Russie, quoi que ce soit, à partir du moment où tu parles de la France, tu as cette, si je peux dire, un certain aura que je pense que très très peu de nationalités dans le monde peuvent avoir parce que de par notre culture, de par notre histoire, etc., de par les clichés aussi, de par le symbole qui est Paris, de l'amour, de la Tour Eiffel, des choses comme ça. Et ça c'est bête à dire, mais évidemment quand tu es en France, tu t'en rends pas forcément compte. Et quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte qu'il y a très peu de monuments qui ont la carrure de la Tour Eiffel, du Panthéon, du Louvre, etc. Et donc forcément, à partir du moment où tu as des si beaux monuments et une certaine culture du coup à l'étranger, et bien en fait tu te rends compte que personne le remarque et donc forcément apprécie ça. Donc oui, ça compte d'être français plutôt que d'être, j'ai rien contre les Moldaves, mais peut-être un Moldave ou quoi que ce soit, ou même j'en sais rien, un Tchèque par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de quitter l'Estonie pour Dubaï? Tu nous as parlé de la météo, mais c'est vrai que on va pas mentir aux gens. Quand tu viens de France, que tu fais l'Estonie, puis qu'après que tu fais Dubaï, on sent qu'il y a un petit côté fiscal aussi en tant qu'entrepreneur qui est intéressant. Je suppose que ça fera partie de l'équation. C'était quoi tes raisons vraiment pour partir? Ouais, écoute, pour parler directement de ce point-là, pour un peu briser la glace, clairement, j'étais à un niveau de revenu quand je me suis expatrié de l'Estonie vers Dubaï, où en fait, payer, à l'époque, c'était 20% d'impôts, ou alors m'expatrier à Dubaï, en termes de coût de la vie, parce que habiter à Dubaï coûte beaucoup plus cher qu'habiter en Estonie. En réalité, ce que j'économisais en impôts, je le remettais quoi qu'il arrive en lifestyle. Donc en coût de la vie, en loyer, tout ce qu'on veut à Dubaï. Donc ça, c'était pas vraiment une motivation. Par contre, bon, évidemment, si Dubaï était à 10-15% ou même plus, j'en sais rien, déjà ce serait pas Dubaï comme ville, ce serait pas ce que c'est actuellement, mais j'aurais peut-être repensé à 2 fois. Écoute, mon chemin de pensée a été relativement simple. Ça faisait plus ou moins 2 ans, voilà, que j'étais en Estonie. Le week-end, petite confession, j'allais comment on appelle ça, les cafés gaming où en fait tu vas jouer à des jeux vidéo, des cybercafés notamment. C'est ça. Donc du coup, le week-end, comme je te disais, c'était en plein hiver. Je m'embêtais tellement, j'avais tellement entre guillemets rien à faire qu'avec ma copine, on se disait bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va là? Non, on y est déjà allé la semaine dernière, le mois dernier ou quoi que ce soit. Et du coup, je me dis bon, écoute, pourquoi pas? On va aller au cybercafé, on va jouer à des jeux de voiture. Moi, je jouais à Battlefield et mes week-ends, presque tous mes week-ends ressemblaient à ça. Parce que la réalité aussi, c'est que, alors c'est pas que j'ai plein d'amis en Estonie, beaucoup qu'on a en commun, comme tu le sais, mais l'idée c'est que quand même, il y a beaucoup de ces entrepreneurs-là aussi qui travaillent le week-end. Et moi, c'était pas mon cas. Ils travaillent toujours le week-end. Et du coup, je me dis on sort, on fait des choses.
chose. Ouais, mais la plupart du temps, les personnes n'étaient pas disponibles. Et donc, du coup, bref, tu te retrouves pardon pour l'expression, mais comme un con chez toi. Et donc, tu vas trouver des choses à faire. Et donc, tu vois, c'est quand même assez absurde de s'expatrier en Estonie, de bien gagner sa vie, et puis au final, tu peux pas vraiment en profiter. Et j'ai rencontré, pour l'anecdote, c'était l'ancien associé d'Alec Henry. Je l'ai rencontré, il est venu à Tallinn, et on a passé une journée à 4 à Helsinki. On a pris le ferry, on est allé à Helsinki. Et puis, c'est quelqu'un que, évidemment, Alec Henry, etc., que je suis depuis des années. Et puis, je me suis dit, bon, bah, évidemment, je vais lui poser des questions. Une personne que j'estime, qui a, je pense, de bons avis. Et puis, je vais lui dire, tiens, j'aimerais m'expatrier potentiellement les destinations classiques en Europe. Donc, la Pologne, potentiellement Prague, potentiellement Budapest, des choses comme ça. Et il m'a dit, bah, franchement, tente Dubaï. Pour moi, je voulais aller à Dubaï dans peut-être 2 ou 3 ans après, tu vois. Vraiment l'étape supérieure. Pour moi, Dubaï, c'était passer de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 3 direct. Je voulais un intermédiaire. Il m'a dit, bah, écoute, viens à Dubaï, je te présente des personnes, et puis voilà, et puis après tu verras. Voilà. Du coup, j'ai foncé, j'ai écouté, et honnêtement, au bout de quelques jours, je me suis dit, vas-y, je vais m'expatrier maintenant à Dubaï, parce que j'ai vu l'énergie que cette ville donne, la facilité en termes de développement entrepreneurial que cette ville donne, le réseau, etc. Et en fait, ça a été un calcul assez simple. Je me suis dit, potentiellement, une année à Dubaï équivaut à 2 à 3 ans en Estonie, en termes de contacts, des choses comme ça. Que je me suis dit, vas-y, j'ai envie de passer au niveau supérieur en tant qu'entrepreneur. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut mettre toutes les chances de mon côté. Et pour ça, bah, c'est Dubaï. C'est forcément ça pour plein de raisons. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens en Estonie, des entrepreneurs expatriés français, qui voient l'Estonie un peu comme un tremplin avant d'arriver à Dubaï. Ça se fait en 2 temps. Ils font la France, ils veulent aller à Dubaï, ils se disent, je fais l'Estonie entre temps, je fais un peu plus d'argent, je me développe en termes entrepreneurial, et après j'irai à Dubaï. Toi, c'était le cas. Est-ce que quand t'es arrivé en Estonie la première fois, tu te voyais sur le long terme en Estonie, ou est-ce que tu savais que c'était de toute façon qu'une étape de ta vie? Honnêtement, j'y réfléchissais même pas. C'est-à-dire que j'étais tellement heureux de venir dans un pays où, avec un tel, si je peux dire, un confort de vie, et enfin connecté avec des entrepreneurs, que je me suis dit, bon, bah, juste, je kiffe, et ensuite on verra ce qui se passe. Ensuite, il y a eu l'hiver, et ça a remis en question, du coup, pas mal de projets pour la suite. Donc ouais, j'ai foncé, et puis j'ai improvisé. Et donc, t'as amené avec toi ta copine à Dubaï? Ouais, tout à fait. Donc, elle a tout quitté, l'Estonie, pour te rejoindre à Dubaï. Ça a été compliqué ou pas, ce départ? Bah, écoute, ça faisait évidemment de partie de mes critères. Si je voulais me mettre en couple, c'était pas pour partir un an après, en tout cas bâtir quelque chose de solide, et puis ensuite partir au bout d'un an dans un autre pays. Donc ça faisait partie des critères que moi je recherchais. Elle était complètement pour le fait de voyager. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui avait d'ailleurs même beaucoup plus voyagé que moi à l'époque. Et donc elle a en effet quitté son travail, quitté sa famille, quitté ses amis. Ça n'a pas été fait sous la contrainte, hein, qu'on soit très clair. C'était d'un commun accord. Et maintenant, je dirais même, tu vois, que elle aime potentiellement plus Dubaï que moi, paradoxalement. Et à chaque fois qu'on revient en Estonie, elle a hâte de rentrer à Dubaï. Ok, intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai que toi, tu disais ta copine, elle est estonienne mais d'origine russe. T'as vécu plusieurs années en Estonie, t'en es parti, t'y reviens de temps en temps. Est-ce que t'as un avis sur la situation géopolitique? Est-ce que la guerre en Estonie, ça t'a fait peur à un moment donné? C'est vrai que toi, t'arrives en 2022, au moment où il y a eu la guerre avec l'Ukraine qui a commencé. Est-ce que ça faisait partie de tes critères pour te dire, ouais, en vrai, l'Estonie, ça craint peut-être un peu? J'ai pas eu autant peur. Par contre, j'avais une vision un peu plus long terme, et je me dis que, tu sais, bâtir quelque chose dans un pays, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est-à-dire que tu ne peux pas, selon moi, en tout cas, c'est assez risqué de se faire un cercle proche, potentiellement d'investir, en tout cas de passer beaucoup de temps dans un endroit où potentiellement, bah, il y a un risque de guerre, il y a un risque de missile ou quoi que ce soit. Donc ça faisait partie des raisons pour lesquelles je me suis expatrié, du coup, en fin 2023 à Dubaï. Je me suis dit, ouais, mais quand même, c'était pas des principales, hein, mais quand même, je me suis dit, c'est bête à dire, mais si je reste en Estonie, que j'investis du temps, mon énergie à bâtir quelque chose au lieu d'autre part, eh ben, il faut que je sois certain que ce soit le bon endroit. Et encore une fois, de par l'économie, de par le fait que ce soit une petite ville, des choses comme ça, t'as quand même peu d'opportunités de développement, je trouve, à Tallinn. Et donc voilà, tout ça a fait que j'ai pas vraiment peur du conflit. Maintenant, je suis quand même heureux d'être notamment à Dubaï, parce que de par les investissements, etc., c'est un peu considéré comme la Suisse actuellement, et à l'époque, t'as tellement d'investissements dans tous les pays que c'est très sécurisé en termes géopolitiques. Et après, écoute, on pourra en reparler. J'étais en Russie il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Écoute, j'ai passé la frontière, du coup, depuis l'Estonie vers la Russie. Ouais. J'ai pas eu peur ou quoi que ce soit. C'est gros. Ouais, c'est ça. C'est que toi, tu vas en Russie de temps en temps. Il y a pas mal de gens en Estonie aussi qui visitent la Russie. On a l'impression
que tout est cadenassé, tout est bloqué. Mais non, hein, on prend un bus et on passe la frontière à Narva entre l'Estonie et la Russie. Et après, tu vas à Saint-Pétersbourg assez facilement. La vie est normale en Russie. Il y a pas vraiment de changement. Ouais, écoute, pour être très honnête, le seul, il y a eu deux choses qui ont fait, j'étais à Saint-Pétersbourg, du coup, qui ont fait écho à la guerre. C'est que dans la rue, à Saint-Pétersbourg, tu vas avoir des panneaux pour, qui tout simplement motivent les jeunes, ou les hommes, en tout cas, à aller, à l'armée. En gros, et payer l'équivalent de 2000 €, ce qui est plus ou moins le double du salaire moyen, à Saint-Pétersbourg. Donc, ce qui est pas trop mal, mais qui est pas un peu flamboyant. Donc voilà, t'as quelques affiches. Et puis aussi, t'as une hutte, ils appellent ça le musée de l'invasion d'Ukraine. Enfin, je parle pas très bien le russe, donc voilà, mais peu importe. Et en gros, tu as de mémoire, t'as un gilet pare-balles. Enfin, c'est un truc tout petit, honnêtement, qui doit faire 30-40 mètres carrés. Voilà. Donc, et sinon, la vie en Russie, pour le coup, est vraiment normale. Il y a rien d'autre. Mais après, je sais pas si tu veux aller sur ce point-là, mon expérience en Russie, mais ouais, vas-y, tu peux développer. C'est vrai que les gens ont l'impression que c'est un peu le chaos ou que c'est plus possible d'y aller, alors que est-ce qu'il y a des touristes? Est-ce que quand tu y vas, il y a des touristes? Alors très peu, très peu, honnêtement, très peu. Maintenant, bon, déjà, je sais pas si on peut faire un petit disclaimer ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que moi je suis allé en Russie? C'était avant tout pour l'aspect culturel. Honnêtement, je m'en fiche un peu du conflit en tant que tel. Je voulais aller en Russie en 2020 pour le Nouvel An, donc fin 2020 à Moscou en l'occurrence. Donc je rêve d'y aller depuis très longtemps. Et là, c'était l'occasion de passer la frontière. Donc voilà, un petit disclaimer fermé. Je m'en fiche de toute cette politique-là. Je sais pas qui c'est qui a raison ou tort. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment intéressant. Les Saint-Pétersbourg m'a vraiment beaucoup plu. S'il n'y avait pas des sanctions, notamment parce que tu peux pas payer en carte, t'es obligé de payer, de retirer, etc. Et t'es obligé d'avoir un VPN. Mais globalement, sinon après la vie est exactement la même. C'est pas non plus beaucoup de contraintes. Moi, je recommanderais davantage s'il y avait vraiment aucun conflit aux personnes. Tu vois, même la Pologne, pourquoi pas, ça peut être très bien. Honnêtement, c'est très bien. Mais la Russie, en tout cas Saint-Pétersbourg, l'expérience que j'en ai eue, waouh quoi. Donc j'hésite même à y aller, tu vois, à y retourner là avant la fin de l'année, parce que j'ai vraiment aimé, ma copine aussi. Le coût de la vie est encore plus faible, je pense, qu'en Pologne. Tu peux très bien manger, et encore une fois, j'aime manger, j'aime les bons restaurants, et j'ai très bien mangé là-bas. Vraiment très bien mangé. Ça coûte très peu cher. Le service aussi, la qualité du service, pour le coup, un des défauts je trouve de l'Estonie. La qualité du service là-bas est vraiment satisfaisante en Russie. Les rues sont propres, sont pas cassées, c'est bien organisé. Saint-Pétersbourg, c'est une très grande ville. Il me semble qu'il y a 8 millions d'habitants. C'est une ville aussi avec beaucoup de culture, d'histoire. Donc, c'est-à-dire, mais c'est toujours intéressant. T'as le plus grand musée au monde, l'Ermitage, là-bas. En tout cas, le plus grand avec le Louvre. En tout cas, il y a le plus d'œuvres exposées. Peu importe. En tout cas, c'est très intéressant. T'as un passé, évidemment, de la Russie, qui est très intéressant aussi quand tu marches dans les rues. Donc, écoute, moi, je peux dire que j'invite les personnes à s'intéresser à la Russie. Maintenant, évidemment, il y a eu le trajet à la frontière, pour faire 300 km. Ça m'a pris 17 heures de bus. Ah ouais? Très clair. Ça a été très long. Je le regrette pas, quoi qu'il arrive, parce qu'encore une fois, je pense que je vais y retourner de nombreuses fois. C'est la seule solution d'ailleurs, le bus, parce que on peut prendre des avions. Il y a des avions depuis certains pays où c'est plus simple, non? Ouais, notamment la Turquie. Notamment la Turquie. Notamment si tu veux aller à Dubaï. Alors t'as des vols directs, mais tu peux aussi passer par la Turquie. C'est beaucoup plus simple. Mais bref, ouais, en gros, entre Tallinn et Saint-Pétersbourg, tu as uniquement 300 km. Ouais. Mais pourtant, moi, j'ai attendu, au total, ça m'a pris en tout cas 17 heures. Parce que t'attends à la frontière. Ouais, tout à fait. Okay. J'ai attendu beaucoup de temps à la frontière. Donc, tu es contrôlé à la frontière estonienne. Ils contrôlent tes bagages, et ils contrôlent ensuite, donc tu traverses la frontière et ensuite, tu dois remplir quelques questions sur un formulaire à la frontière russe. Sur assez basique, t'as un petit interrogatoire. Pour le moment, enfin, encore une fois, je peux parler de mon expérience. Moi, le douanier, il était 4 heures du matin. Le douanier était vraiment sympa. C'était un gars dans le début du vingtaine d'années qui a vu que j'investissais dans les crypto-monnaies, qui m'a posé quelques questions, des choses comme ça. Il y avait rien si je puis dire, de désagréable. Et pour être tout à fait transparent, la douane estonienne a été beaucoup plus désagréable que la douane russe. Ouais, ok. Pour des bonnes raisons ou pas, hein, mais voilà, c'est informatif. Ok. Parlons de Dubaï maintenant. Est-ce que Dubaï, c'est un Eldorado ou c'est vraiment juste un paradis fiscal? Balance-nous ce que tu penses vraiment. Écoute, en fait, il y a beaucoup, tu sais, la critique facile, c'est quoi? C'est que Dubaï, tu as des scammers, des choses comme ça. Et t'as l'impression que c'est vraiment 95% des entrepreneurs qui sont à Dubaï, notamment les Français ou quoi que ce soit. C'est marrant parce que il y a deux visions un peu de Dubaï. Il y a le Français moyen, on va dire, qui voit que les influenceurs de télé-réalité, et il y a les autres entrepreneurs où ils se disent ouais, tous les scammers, les arnaqueurs, tous ceux qui font des business où ils vendent des offres, ils vendent
des produits, mais en fait, ils prennent l'argent, ils délivrent rien. Il y a ces deux images de Dubaï. Après, il y a la troisième image, évidemment, où les gens disent que c'est un Eldorado, effectivement, et c'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus. Je te laisse reprendre. Ouais, on va pouvoir un peu nuancer tout ça. En fait, bon déjà, moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, à partir du moment où tu as des personnes qui abusent de certaines choses, ça peut être de l'arnaque, des choses comme ça. Oui, il y en a à Dubaï. Pourquoi est-ce qu'il y en a à Dubaï? Parce que c'est une destination bling bling, nouveau riche. C'est une destination où aussi les autorités dubaïotes ne vont pas systématiquement coopérer. Je dis bien systématiquement parce que pas croire que non plus tu peux tout faire. Donc, ils vont pas forcément coopérer avec que ce soit les impôts ou l'administration française. Donc oui, c'est vrai, il y a de l'arnaque. Et la réalité, c'est que c'est tellement plus que ça. Alors évidemment, à chaque fois que tu vas entendre parler de Dubaï, c'est pour les scandales, c'est pour les choses qui donnent envie tout simplement aux médias de créer du drama. Mais moi, honnêtement, j'ai rencontré des gens un peu par hasard qui pour le coup faisaient de l'arnaque et qui assumaient qu'ils faisaient de l'arnaque. Ok. Mais en pourcentage, mais c'est même pas 1%. Je sais même pas si c'est 0,1% des personnes que j'ai rencontrées. Par contre, des personnes qui sont très intelligentes, qui sont excellentes en entrepreneuriat, qui ont des entreprises qui sont très intéressantes, qui sont innovantes, et c'est vraiment ça Dubaï. Donc encore une fois, il faut arrêter de dire non, il n'y a pas d'arnaqueurs. Oui, il y a des arnaqueurs. Bon, maintenant, il faut regarder aussi, faut balayer devant sa porte. En France, il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs. Donc peu importe, il y en a dans tous les pays. Ça, ok. Maintenant, si vous venez à Dubaï et que vous vous connectez surtout aux bonnes personnes, je peux vous assurer que vous allez rencontrer une qualité d'entrepreneurs, de personnes humaines, etc., qui est beaucoup plus compliquée à rencontrer en France. Ça, c'est la réalité. Mais évidemment, il faut avoir un bon réseau, il faut prendre le temps de connecter avec les personnes, etc. Ça, c'est voilà. Je pense que l'entrepreneur moyen de Dubaï, en toute honnêteté, est beaucoup plus avancé que l'entrepreneur moyen français. En termes tu peux dire de mentalité, de développement, je parle même pas de chiffre d'affaires parce que ça va un peu rien dire, mais peu importe. Voilà. Pour moi, Dubaï, c'est ça. C'est un accélérateur si, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, tu veux passer au niveau supérieur. Il y a des avantages, etc. Ça convient pas à tout le monde, c'est ok. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même une superbe ville. Ça reste une ville qui est tournée vers le futur, qui innove énormément. Et il y a très peu de villes peut-être Singapour, qui peuvent se targuer d'avoir ce niveau, d'être à la pointe de la pointe du futur. Si tu veux savoir ce que le monde sera potentiellement, la société, les villes, etc. seront dans 20 ou 30 ans, c'est à Dubaï qu'il faut être. C'est pas à New York, c'est pas à Paris ou quoi que ce soit. Et en ça, c'est vraiment très intéressant de vivre dans cette ville-là, au-delà même de l'aspect peut-être entrepreneurial, etc. C'est ça, il y a un truc intéressant à creuser. On parle souvent de Dubaï dans un cadre entrepreneurial, business, etc. Moi-même, j'avais visité Dubaï à l'été 2023. J'avais été invité par Alec Henry, justement, on en parlait tout à l'heure, à participer à son podcast Le Déclic, parce qu'on avait publié son livre. Et moi, c'est à ce moment-là que je découvre Dubaï. Et c'est vrai qu'à Dubaï, en vrai, on prend une claque quand même. Tout est waouh. C'est vrai que ils ont construit une ville à la pointe de la technologie, en plein milieu du désert, et c'est fascinant, c'est fascinant. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce truc qui revient pour les gens qui vont à Dubaï et les gens qui vivent à Dubaï, où c'est très business finalement. On y va pour faire du business, on y va pour se développer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce que tu arrives à nouer des relations au-delà des relations business ou pas? C'est une bonne question, c'est un bon point en effet. Moi, je comparais un peu Dubaï comme New York. New York, où tu sais, tu as la bourse, t'as les traders, t'as des mecs qui sont là vraiment pour ça, pour ce qu'on appelle hustle. Vraiment y aller à fond et on fait des gros projets et l'entrepreneuriat, notre entreprise, c'est toute notre vie. Ouais. Et donc ça, évidemment, ça a des avantages. Pardon de le dire, mais je pense qu'en France, on n'a pas cette mentalité-là. Aux US et encore une fois à Dubaï, travailler 12 heures par jour, c'est ok et tu le fais avec le sourire et avec le plaisir parce que t'as le feu. Ouais. Tu sais pourquoi tu fais ça. En France, on n'a pas vraiment ça. Et donc voilà, ça c'est un avantage. Ça peut être aussi être un inconvénient. Notamment, tu as commencé à le nommer, c'est au niveau un peu des relations. Oui, c'est beaucoup plus compliqué de se faire des relations à Dubaï parce que les gens, encore une fois, sont très concentrés sur le business. Donc ça va être beaucoup plus compliqué qu'en France, plus compliqué qu'en Estonie. Mais voilà, encore une fois, Dubaï, ça reste aussi une ville qui, actuellement en 2025, je pense que c'est en train d'évoluer, mais qui est une ville un peu de transit, potentiellement pour beaucoup de personnes. En tout cas, en tant qu'Européen. En Europe, tu recherches potentiellement de la sécurité, de la stabilité, le fait de bien vivre et une fiscalité avantageuse quand tu es Européen. Et ça, Dubaï l'offre. Par contre, si tu parles à un Indien, par exemple,
qui est expatrié aussi et qui travaille à Dubaï, ça peut être un chauffeur de taxi ou quoi que ce soit, lui il y va parce qu'il gagne 5 fois son salaire. Et donc il va se servir de ce salaire-là pour l'envoyer au pays et faire vivre sa femme, ses enfants, sa mère, enfin bref, toute sa famille et aussi mettre de l'argent de côté. Donc chacun a ses raisons et un peu son bénéfice à trouver à Dubaï. Encore une fois, pour répondre à ta question, oui, c'est plus compliqué de nouer des relations. Maintenant, si t'es pas forcément à Dubaï pour nouer des relations, c'est pas forcément un souci, c'est pas non plus un gros pain point, une grosse douleur. Ça fait partie du jeu. Donc si t'es là pour les raisons pour lesquelles Dubaï est puissante et forte comme ville, ça peut être très intéressant pour toi. Et il y a un point qui est intéressant sur Dubaï, on le mentionnait tout à l'heure en comparaison avec l'Estonie, c'est vrai que c'est le coût de la vie. Ça coûte plus cher Dubaï, de se loger notamment. Après, c'est vrai que moi quand j'y étais, j'étais étonné que les prix n'étaient pas si élevés que ça. Je m'attendais à un truc très très cher. J'ai fait Miami là en décembre dernier. Miami, le coût de la vie, waouh. Ce que j'ai claqué à Miami, c'était dingue. À Dubaï, non, j'ai fait des restos tous les jours. Alors, j'ai pas forcément fait des restos ultra luxe, mais on peut vivre correctement à Dubaï. C'est vrai que tu en parlais. Dubaï est une terre d'accueil. On va trouver des Indiens qui vont bosser sur les chantiers ou qui vont faire taxi. On va trouver des Philippines qui vont s'occuper des enfants dans les foyers, etc., etc. Il y a plein de métiers pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte, comme tu le dis. Mais c'est vrai qu'on a cette image de Dubaï très chère. Est-ce que tout le monde peut se permettre de vivre à Dubaï ou non? Est-ce que la vie à Dubaï c'est compliqué quand on n'a pas trop d'argent? Je sais aussi qu'il y a d'autres villes ou d'autres quartiers en dehors de Dubaï, du centre, qui sont plus abordables. Voilà, en effet, c'est bien de mentionner qu'encore une fois, il faut tout nuancer. Il faut pas croire que tout le monde à Dubaï gagne, j'en sais rien, 5 000 euros par mois net, etc. Tu vas avoir un exemple très précis, c'est des données fraîches, si je puis dire, et véridiques. La plupart des taxis à Dubaï vont gagner l'équivalent de 1 500 euros par mois. Ok. Alors évidemment que eux, ils peuvent pas se permettre de vivre dans le centre, etc. Pour autant, ils vont vivre dans les périphériques. Par contre, il faut remettre dans le contexte, 1 500 euros pour un Indien. Si un Indien va vivre avec 200, 300 euros, ils n'ont pas les mêmes besoins qu'un Européen. Et donc, Dubaï a aussi été très intelligente dans, ok, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire venir de la main-d'œuvre pas chère, mais qui va, du coup, gagner assez d'argent pour le renvoyer au pays sans que ça nuise et qu'ils peuvent tout simplement vivre très confortablement. Pour une petite anecdote, j'ai pris un taxi dimanche, on a parlé, etc. Un Pakistanais, et puis lui, il était là depuis 8 ans, et ça fait 8 ans qu'il est littéralement pas revenu au Pakistan. Pour autant, il envoie tous les mois l'équivalent de 200 ou 300 euros à sa fille et à sa femme, et elles n'ont même pas à travailler grâce à ça. Et il n'y a pas de gêne, en fait, tu vois. Moi, j'aime bien creuser, etc., pour un peu débunker les sous-entendus. Il n'y a pas de gêne. Il est vraiment très, très heureux. Bref, ça, c'est pour les critiques un peu trop faciles d'Européens qui sont jamais allés dans les pays avec un niveau de vie un peu plus faible. Du coup, j'en ai perdu un peu le sens de la question, mais coût de la vie. Coût de la vie, c'est, je sais pas, peut-être tu peux donner des exemples. Toi, ton appart, tu payes combien, pour quelle surface, etc. Ouais, bien sûr. Le coût de la vie, encore une fois, voilà, tu peux manger pour 5 euros, comme tu peux manger pour 500. Ouais. Tu as vraiment, t'as une offre qui est très très large, très très large. T'as des restaurants magnifiques, très chers, et t'as très peu cher. Donc ça, voilà, tu peux t'en sortir. Au niveau des courses, etc., c'est relativement les mêmes prix qu'en France actuellement. Tu vois, peut-être que j'en sais rien, peut-être 10-20% sur certains produits, évidemment, mais tu vois, c'est pas non plus flagrant. Et il faut préciser aussi juste pour les courses. Moi, quand j'étais à Dubaï, j'étais étonné aussi de voir les magasins. On pourrait s'imaginer que bon bah c'est au Moyen-Orient, c'est le désert, il y aura peut-être moins de choses, moins de produits, etc. Il y a absolument tout à Dubaï. Hein. Franchement, on trouve tous les produits du monde. Il y a notamment la branche Carrefour, donc tous les produits Carrefour, et puis le branding, etc. La qualité, le réseau, si je puis dire, de produits Carrefour se retrouve à Dubaï. Donc ça, pour le coup, quand t'es français, tu es très content. Ouais, c'est clair. De retrouver cette marque-là. Et tu parlais de l'immobilier, je te laisse reprendre. Oui, alors l'immobilier, c'est surtout ça qui va coûter, si je puis dire, le plus cher, notamment parce que tu es obligé de payer quand tu loues ton appartement. Tu vas devoir payer pour 12 mois, plus ou moins à l'avance. Ouais. Tu peux négocier, payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois maximum. Il y a très peu qui vont accepter plus de 4 fois. Et bref, donc du coup, il te faut déjà de la trésorerie à côté pour être capable de sortir une somme relativement importante. Après, bon, je vais parler de mon cas. Je vis dans une tour qui a été terminée l'année dernière, donc en 2024, toute neuve. Je suis très bien situé à Downtown, donc là où il y a le Burj Khalifa, il y a l'Opéra, il y a les fontaines, il y a le Dubai Mall, etc. Je suis à 5 minutes, même pas à pied de tout ça. Donc je suis très bien situé. J'ai une salle de sport, une piscine, une salle de cinéma, baby-foot, etc. Enfin, vraiment, je suis très très bien. Et je vais payer combien? Un peu moins de 4 000 euros par mois
mois. Du coup, ça revient à environ 4 000 euros par mois. Voilà. Après les charges, pareil, c'est très peu. Hein, les charges eau, etc. C'est quelques dizaines d'euros maximum. Donc, T'as quoi comme appartement en surface, en nombre de chambres? J'ai 92 mètres carrés, 2 chambres. Ok, ouais, donc c'est voilà, c'est 2 salles de bain. C'est 4 000 euros, mais t'as quand même un très bel appart, très bien situé. Et comme tu le disais, c'est 4 000 euros que tu mets dans le loyer, c'est ce que tu économises aussi à côté en impôts depuis que t'as quitté l'Estonie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc après, et au niveau du coût de la vie, tu sais, ça va dépendre de beaucoup de personnes, notamment un employé. Je vais prendre un exemple parce que ça, je le sais. Je connais quelqu'un qui travaille dans une entreprise de comptabilité à Dubaï. Cette personne-là va gagner l'équivalent d'environ 3 500 euros par mois. Donc son loyer, elle va payer à peu près 2 200 euros par mois net. Tu vas avoir un 30 mètres carrés, donc certes c'est peu, pas évidemment dans le centre, mais bon, t'es pas trop excentré non plus, et tu vas pouvoir mettre de côté. Surtout, encore une fois, et tu vas pouvoir avoir du soleil 365 jours par an, etc. Donc quoi qu'il arrive, ça reste très intéressant. Je pense qu'en France, il y a très peu de personnes avec le climat économique qui peuvent se permettre de mettre de l'argent de côté. Ouais. Et à Dubaï, dans une certaine mesure, tu peux tout dépenser bien évidemment, mais dans une certaine mesure, tu peux mettre de l'argent de côté. Donc je pense que de ce côté-là, c'est plutôt bien géré. T'avais quelle vie quand t'as quitté la France en termes de niveau de vie, de business, de revenus? Parce que c'est vrai que là, le Français qui nous regarde depuis chez lui et qui entend, il y a un mec de 27 ans qui met 4 000 balles dans un loyer par mois, ça paraît indécent. Alors, et pour les entrepreneurs comme nous, ça paraît presque normal. T'en dis quoi là-dessus? Bon, tu vois, en France, de mémoire, je devais dépenser 2 500 euros par mois quand même. Enfin, ça reste relativement conséquent. Et à l'époque, je devais faire, je sais plus, peut-être 10 000 euros par mois net, quelque chose comme ça. Ensuite, en Estonie, je devais dépenser pas grand-chose de plus au final, peut-être 3 000 euros, 3 500. Ouais. Donc voilà, et je devais gagner un peu plus. Quand j'ai quitté l'Estonie, je devais faire 38 000 euros de chiffre d'affaires, entre 25 et 30 000. Le mois dernier, on a fait 120. Je parle bien de mon entreprise principale. J'ai d'autres entreprises, des participations, des investissements. Là, voilà. Pour simplifier, j'ai dû faire 120 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai dû dépenser, de manière générale, je pense quasiment systématiquement plus de 10 000 euros, mais tout compris. Donc avec les courses, avec les restos, avec les sorties, avec les cadeaux, etc. Enfin bref, faut le préciser aussi, je suis à un niveau de vie où j'ai pas besoin de regarder vraiment ce que je dépense ou quoi que ce soit. Si j'ai envie de quelque chose, je l'achète. Donc voilà, il faut remettre tout dans le contexte. Tu penses que tu aurais pu atteindre ce niveau de vie en restant en France ou pas, avec du recul? Est-ce que ça aurait peut-être pris plus de temps, mais est-ce que ça aurait fini par arriver? Oui, potentiellement, au bout de 10 ou 15 ans. Enfin, en fait, à partir du moment, encore une fois, où dans ma situation, où tu as les impôts, où t'as pas d'entourage aussi entrepreneurial et où t'es pas forcément heureux et non pas forcément productif, bah oui, je pense que là, sur ces 3 dernières années, à partir du moment où je suis expatrié, j'ai peut-être gagné 10 ou 15 ans en termes d'expérience entrepreneuriale, de revenus, etc. Et du coup, même question que sur l'Estonie tout à l'heure, Dubaï, tu le vois comme un point de passage dans ton parcours, ou est-ce que tu t'envisages quand même de rester sur le long terme? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça, je suis pas encore décidé à 100% dessus. L'idée, c'est que j'ai cet appartement depuis 2 ans. Je dois le rendre du coup. Enfin, je pense le rendre en janvier, quand la fameuse seconde année sera écoulée. Je pense que je vais me aller un peu plus, me tourner vers une villa, donc une plus grande surface, quelque chose, un environnement aussi un peu plus calme et moins stimulant que le centre de Dubaï, de la ville, etc., etc., etc. Donc voilà. Moi, je pense que actuellement, ce qui me manque vraiment, ça va être en effet un environnement peut-être un peu moins stressant, un peu moins stimulant. Et je pense que ça va être également ce que Dubaï est en train de construire actuellement. En fait, Dubaï est en train de réellement essayer de pérenniser le fait que je crois qu'une personne sur 3 reste au bout de 10 ans actuellement, ce qui est trop à Dubaï. Seulement une personne sur 3. C'est pas les statistiques exactes, mais c'est à peu près cette volonté-là. Et donc l'idée, c'est de rendre beaucoup plus agréable la vie à Dubaï, et donc de mettre beaucoup plus de verdure, de rendre le fait que tu puisses marcher à Dubaï, c'est très compliqué de marcher, de profiter, etc. Et ça, je pense que pour beaucoup d'Européens, c'est quelque chose. Et donc des hauts revenus, des entrepreneurs, etc. Ça, c'est des choses qui manquent à Dubaï. Ils travaillent dessus. J'espère sincèrement qu'ils vont y arriver. La réalité, c'est que potentiellement 5 ans, j'aurai un enfant, je serai marié, etc. Et donc, il faut que je choisisse une destination où je vais pouvoir vraiment me poser. Maintenant, Dubaï aussi a des très bons arguments. T'as parmi les meilleures écoles au monde et les meilleurs hôpitaux, etc., etc. Donc ça a beaucoup d'avantages, mais voilà, il faut que les dirigeants, je pense, rendent la ville encore plus agréable pour donner envie aux personnes de rester. Et ça va dépendre de plein de choses. Clairement, c'est vrai qu'à Dubaï, moi, mon expérience, c'est que on doit souvent prendre la voiture pour faire des grandes distances, pour aller à un endroit à un autre. Il y a
difficulté à vraiment marcher, ce qu'on trouve ici en Estonie, ce qu'on trouve en France, ce qu'on trouve en Europe. Après c'est vrai, comme je te le disais, j'ai fait Miami en décembre. Les États-Unis, c'est pas non plus adapté pour marcher. Donc je pense que c'est très européen ça d'avoir des sentiers de balade en ville. Mais c'est vrai que c'est une question aussi l'éducation. Si t'es amené à avoir des enfants avec ta compagne, est-ce que Dubaï tu t'y vois, parce que il y a tout à Dubaï. Il y a les meilleures écoles du monde. Tu peux avoir des cours en anglais, tu peux avoir des cours en français, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Mais mine de rien, c'est un coût aussi. C'est-à-dire que toi, t'es pas un expat qui a un contrat travail où tout est payé. Faut payer l'école, faut tout payer en fait. Donc est-ce que à long terme, Dubaï, ça peut devenir trop cher, ou il y a rien de trop cher pour la qualité de service qui est donnée? Encore une fois, moi, je vais pouvoir répondre, mais avec mon œil d'entrepreneur qui gagne très bien sa vie, des choses comme ça. Alors techniquement, tu peux avoir, t'as des très bonnes écoles publiques aussi. D'ailleurs, j'en sais rien si mes futurs enfants seront dans l'école publique ou privée. Honnêtement, je sais pas. Mais et donc du coup, ça te revient quasiment rien. Tu payes quasiment rien. Maintenant, je trouve quand même que c'est important de, en effet, combiner. Tu vis bien et ça coûte. Comment dire, tu sais exactement ce pourquoi tu payes. C'est-à-dire, mais j'entends partout les Français en ce moment, ils disent on paye les impôts, mais on sait pas pourquoi. Ce serait plus ou moins la même logique à Dubaï, c'est-à-dire que tu payes très cher, mais si t'as pas la qualité, en tout cas, qui arrive à se maintenir, des infrastructures, des administrations, des restaurants, des investissements, etc. Forcément, ça, ce serait embêtant. Bon, maintenant, encore une fois, on est fin 2025. Pour le moment, tout va bien à Dubaï. Le marché de l'immobilier est en train de petit à petit, là, il va y avoir une baisse normalement prévue qui commence déjà, une baisse de 10-15%, mais c'est normal, c'est parce que ça a énormément augmenté avec l'arrivée des Russes, avec le Covid, etc. Donc, je dirais que pour le moment, on est sur la bonne voie. Et je pense que, tu sais, tout ça, c'est un rapport de dépenses. Si demain tu gagnes, disons, 10 000 euros par mois, exemple très précis, mais que la scolarité, enfin ton lifestyle, t'en coûte 7 500 et même 9 500, et que du coup t'arrives peu à mettre à côté. Mais par contre, que tu vis bien, t'as pas à plaindre, que tes enfants vont à l'école, tout se passe bien, etc. Bon, certes, ça coûte très cher et la plupart de ton revenu. Mais encore une fois, par contre, ce que tu arrives à en retirer, ça reste, quoi qu'il arrive, un meilleur deal, une meilleure affaire que le 99,9% des choses que tu pourrais trouver dans le monde entier. Donc, je dirais que c'est pas grave si c'est cher, si tu as les moyens, c'est pas un souci. Encore une fois, je pense que les Indiens, les Pakistanais, les Philippins, etc., quand ils arrivent à Dubaï, ils voient, ah oui, c'est cher, ah oui, le travail est difficile. Ouais, par contre, tu arrives à faire vivre 3, 4, 5 personnes de ta famille au pays, et ils savent pourquoi ils sont là. Et il y en a très peu, forcément, qui ont quelque chose, si je puis dire, un bon salaire, etc., une bonne situation, et qui ont un intérêt à revenir au pays, ou aller du coup autre part. Parce que Dubaï reste un très bon deal actuellement pour les très riches, les employés aussi, pour la plupart des pays, et aussi ceux qui ont moins de revenus, en tout cas moins de patrimoine, comme des Indiens, des Pakistanais. Et depuis que tu es à Dubaï, est-ce que tu as réglé ces deux problèmes que tu avais en Estonie, c'est-à-dire la météo? Parle-nous de la météo à Dubaï, et est-ce que maintenant tu arrives à combler tes week-ends? Alors, écoute, au niveau de la météo, c'est vrai que Dubaï, tu vas quand même avoir 3, 4 mois de l'année où il fait chaud. La chaveur, c'est une chose, mais c'est surtout l'humidité. C'est qui allait. J'y étais en août, oui. Voilà. Ah, t'étais en août, donc ouais. J'y étais en août, il faisait très chaud. Je me souviens de Marion, elle est sortie de l'aéroport, elle avait ses lunettes et directement, instantanément, la buée sur les lunettes en sortant de l'aéroport. Et puis cette sensation de chaleur que j'avais jamais connue, quoi. Vraiment, il faisait très très chaud, quoi. Ouais. Surtout en août, je pense que c'est le mois le plus chaud. Donc oui, évidemment, il fait très chaud. Tu sais, pour moi, l'été, encore une fois, la facilité en tant qu'entrepreneur, juin, juillet, août, c'est le meilleur moment pour aller en Europe et pour avoir la meilleure période en Europe. Et donc c'est pour ça que moi, tous les étés, je pars en Europe, je fais des tours d'Europe, je visite 7, 8 pays et j'adore. Et ensuite, je rentre, comme c'est mon cas actuellement, et puis on se remet au travail et on évolue, etc. Donc au niveau de la météo, quand même, il faut pas sous-estimer que quand tu te réveilles tous les matins et que tu as du grand soleil et qu'il fait super beau, et t'es quand même beaucoup plus heureux. La réalité, c'est que c'est ça, encore une fois, beaucoup plus heureux, beaucoup plus productif. Donc ça, c'est vraiment sympa. Si t'as la possibilité de partir en été, fais-le, c'est conseillé quand même. Tu vivras plus agréablement. Et puis, écoute, le week-end, maintenant, déjà, il y a beaucoup plus de choses à faire, à visiter, de quartiers à visiter à Dubaï plutôt qu'à Tallinn. Donc ça, je me réconcilie. Et puis aussi, encore une fois, par le réseau, t'as beaucoup plus de personnes. T'en as aussi beaucoup de personnes à Dubaï du coup qui travaillent le week-end, c'est vrai. Mais écoute, j'arrive quoi qu'il arrive à voir des amis, à faire des événements. J'étais pour la petite anecdote, jeudi dernier, j'étais au Phuket à une soirée d'inauguration, un ami qui ouvrait son entreprise de costard sur mesure et à domicile. Et donc tu y vas, donc au Phuket de Dubaï, bien évidemment. Et on
on était une centaine d'entrepreneurs, principalement français, etc. Et c'est super. Tu rencontres des profils qui sont très intéressants, des gens qui sont ambitieux, qui ont beaucoup de choses à raconter. Et c'est des profils humainement et professionnellement qui sont vraiment intéressants. C'est méga intéressant. Du coup, Dubaï, pour l'instant, t'y es. Est-ce qu'il y a un retour en France prévu un jour? Est-ce que tu l'envisages? Est-ce que t'as des choses qui te manquent de la France au point de vouloir revenir ou pas? Écoute, j'étais en France, là, le premier pays que j'ai fait cet été, dans mon long trip de 7 ou 8 pays, j'étais en France. J'étais à Paris, puis Bordeaux, puis la Corse, etc. Donc là, j'ai un bon souvenir de la France. Bon, bah, c'est vrai que, bon, tu manges bien, voilà. Mais encore une fois, tu manges aussi très bien à Dubaï. J'ai très bien mangé en Russie, donc bon, ça va. Est-ce que je prévois de revenir en France? Non, honnêtement, pour toutes les raisons, je suis pas vraiment heureux en France. Les gens sont assez négatifs, sont tendus, et ça, personnellement, je le ressens vraiment. Donc je suis moins heureux en France que dans beaucoup de pays que j'ai pu visiter. Donc je prévois pas d'y revenir. Maintenant, dans les autres pays peut-être qui m'intéressent, peut-être l'Australie, son côté nature, c'est intéressant. Ouais, il y a peu de pays, hein, honnêtement. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait 20 pays là, ou peut-être un peu plus en 3 ans. Ouais. Donc j'ai visité beaucoup de pays qui sont très intéressants. La Pologne, la Russie, la République tchèque, etc. Ce qui fait que même si je devais pour quelconque raison quitter Dubaï, je pense que j'irais davantage vers ces pays. Tu parlais de la négativité des gens en France. C'est vrai qu'en ce moment, la situation économique, même politique, elle est tendue, quoi. Elle est compliquée. Est-ce que toi, on t'a déjà fait ressentir que tu trahissais la France, tu vois, en devenant expatrié? Tu disais tout à l'heure que tes proches avaient plutôt bien réagi, mais est-ce que t'as quand même la négativité un peu comme ça de, voilà, on est tous dans la merde, et puis toi, tu pars et tu décides de plus financer le système, quoi? Pas dans ce sens-là. Par contre, encore une fois, la doxa, donc la pensée, si je peux dire dominante, quand tu dis Dubaï à quelqu'un, pas tout le monde dans la rue, mais quand même une bonne partie de la population française, va penser arnaque, scam, exploitation des travailleurs. Ouais. Enfin, tu vois, plutôt les aspects très négatifs plutôt que tout ce qu'on a pu déjà parler. Et donc oui, il y a eu certaines remarques, certains regards où tu sens qu'évidemment c'est là, il y a une petite gêne. Maintenant, moi, tu vois, et je le fais sur ce podcast-là, c'est ma réalité. J'y vis depuis presque 2 ans à Dubaï. Je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées. Je pense que le français moyen ne voyage pas assez et n'arrive pas à nuancer les choses. Il va croire, encore une fois, ce que vont pouvoir dire les médias sur des choses. Quand tu te rends sur place, c'est tellement différent. Et que du coup, de par cette fermeture d'esprit, de ce manque de voyage, de connaître les cultures, eh bien, en effet, tu as le fait que, ok, Dubaï, c'est nul, c'est pour les arnaqueurs, c'est un aspect très négatif. C'est dommage, évidemment. Maintenant, bon, c'est très bien que ton podcast existe aussi pour ouvrir la parole et montrer aux personnes que il y a plein de visions dans le monde entier. C'est pour ça aussi que je prends pas forcément parti entre l'Ukraine et la Russie. Si tu écoutes un Russe, je suis certain qu'il pourra convaincre n'importe quel Français que ce que fait la Russie actuellement en Ukraine est légitime. Si tu écoutes un Ukrainien, il pourra faire exactement la même chose. Donc voilà, moi je suis plutôt du partisan de chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Méfiez-vous si vous êtes français de la vérité qu'on veut vous imposer. C'est souvent beaucoup plus compliqué et nuancé que ça. Et puis voilà. Et puis honnêtement, après je fais ma vie. Et je suis pas là pour convaincre les personnes. La réalité, c'est que si Dubaï était nul, il y aurait pas autant de personnes et de nouvelles personnes qui s'y installeraient tous les ans. Ça se saurait. Donc voilà. Tu regardes la population de Dubaï sur les 20 dernières années. Si c'était aussi nul et si les gens étaient aussi maltraités, tout simplement la population n'exploserait pas. Clairement. T'as un avis sur l'avenir de la France pour les jeunes? C'est vrai que il y a de plus en plus de jeunes qui partent. On parle notamment des retraites, où on se dit bon, les jeunes, en vrai, est-ce qu'ils auront une retraite? Les jeunes qui veulent entreprendre, qu'est-ce que c'est compliqué, que ce soit administrativement, que ce soit fiscalement, c'est compliqué. C'est compliqué pour les jeunes. Il y en a plein qui pensent à partir. Est-ce que selon toi, la France, c'est un pays mort pour les jeunes? Tu sais, moi, j'ai rencontré des amis d'enfance à moi que j'avais pas vu depuis 10 ans, et donc j'ai pu voir aussi comment ils ont évolué. Je leur ai posé des questions, des choses comme ça. Maintenant, il y a quelque chose quand même qui est indéniable, c'est que en 2025, ce sera le cas en 2026, ce sera le cas en 2027. J'en sais rien quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est très compliqué de vivre en France, économiquement, politiquement, socialement. C'est très compliqué. C'est pour moi, honnêtement, j'en étais incapable. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je me suis expatrié. Je ne pouvais plus. Déjà pour ma santé mentale et pas que en termes d'ambition entrepreneuriale, comme on a pu en parler. Je ne pouvais plus. Maintenant, je dirais que si tu es un jeune, que tu as la possibilité d'aller tester un nouveau pays, que tu as potentiellement des diplômes qui pourraient
potentiellement te faciliter l'insertion dans un autre pays. Ou alors que t'es débrouillard, parce que je connais aussi un ami, encore une fois, un ami d'enfance à moi, clairement, il a un CAP cuisine. Pour autant, il est chef actuellement en Suisse. Il a été, là, c'est sa 3e année, et il a été pendant 1 an en Australie, et là, il va retourner en Australie. Quelqu'un on a fait les mêmes écoles, etc. Il n'y a pas de grandes écoles. Par contre, il a pas de grandes études, etc. Par contre, il est déterminé. Donc voilà. Si t'es déterminé en tant que jeune, t'as pas beaucoup de diplômes. Si t'as des diplômes, en plus t'es déterminé, bon bah là forcément tu mets sur le marché du travail, potentiellement, tu vas mettre beaucoup plus de chances de ton côté. Maintenant, oui, la réalité c'est que si tu vas en Pologne, encore une fois, je pense que tu vas gagner moins. Si tu gagnes 2 000 € en France, peut-être que tu gagneras, j'en sais rien, 1500, 1300, 1500 € en Pologne. Par contre, le coût de la vie, pour moi, le plaisir que tu vas avoir dans la vie, tes opportunités business, etc. Et encore une fois, on en parlait avec l'Estonie, le fait que tu mettes ton énergie et que tu t'installes, que tu crées ton réseau dans un pays qui, selon moi, je parle de la Pologne en l'occurrence, ça pourrait être Dubaï, même la Russie en réalité, qui selon moi a de l'avenir, eh ben c'est beaucoup plus intéressant et les gens devraient considérer ça, je pense, plutôt que de rester en France où la réalité c'est que non, les personnes de notre âge, dans la vingtaine, même la trentaine, etc. Non, évidemment, vous aurez pas de retraite. C'est logique, tout le monde le sait. Donc il faut être très entreprenant, pas forcément être entrepreneur, mais être entreprenant. Il faut se donner. La vie en tant que Français est compliquée. Il faut, je pense, à un moment si je puis dire, se réveiller, en prendre conscience. Beaucoup en prennent conscience, mais encore une fois, maintenant, il faut aller s'expatrier, potentiellement tester de nouvelles destinations. Et c'est possible que la vie, une vie beaucoup plus heureuse, avec beaucoup plus d'opportunités, est possible dans d'autres pays. Pour certains, ça va le faire, ils vont réussir. Pour d'autres, non. Par contre, quoi qu'il arrive, je pense que le voyage, ça ouvre énormément de perspectives. Et tu vois, quand t'es en France, tu vas avoir forcément en France ou dans n'importe quel pays, quand tu restes dans ton prisme avec le même cercle proche, etc., tu vas avoir un cercle proche. Ok, là, je vais essayer de travailler, etc., etc. La réalité, c'est que quand tu travailles, quand tu voyages, tu rencontres des jeunes de 16 ans qui se sont émancipés, qui se sont expatriés à Dubaï et qui font déjà des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et ça, du coup, et tu rencontres plein. Ça, c'est un exemple. Tu vois, je peux en prendre plein des exemples comme ça. Et donc, du coup, tu ouvres un peu tes perspectives et tu te dis, ok, mais peut-être que ma vie, je suis pas obligé de la passer comme ça. Et potentiellement, je serais plus heureux. Ouais. Bref, tout ça pour dire que oui, je recommande aux personnes, aux jeunes Français, si possible, d'aller s'expatrier dans les pays qui les intéressent. Je pense vraiment que ça peut être un bon pari. Pour certains, ça va fonctionner. Pour d'autres, non. Par contre, quoi qu'il en soit, vous en ressortirez grandi. Ouais. Et n'ayez pas trop peur de rester en France ou dans un pays, il faut s'admettre, qui est en déclin et on n'a aucune perspective de regain d'attractivité. Donc, si vous êtes motivé, que vous pensez que c'est le moment, allez-y. Quoi. C'est vrai, l'expatriation et même au-delà de ça, tout simplement le voyage. C'est vrai que de voyager, voir ce qui se passe ailleurs, voir qu'il n'y a pas que le modèle français qui existe. Soit ça vous donnera envie d'aller vivre ailleurs à l'étranger, soit ça vous donnera envie de revenir en France et d'essayer de faire changer les choses aussi. Mais c'est vrai qu'il faut voyager, il faut voir ce qui se passe à l'étranger. Et merci pour ça, Enguerrand. Dernière petite question très rapide. Si tu devais décrire la France en 3 mots aujourd'hui, lesquels tu choisirais? Instinctivement, il y a le mot culture. Culture, je le mettrais dans le même mot avec l'histoire, que ce soit bien compris. Est-ce que je dois justifier ou pas? Tu peux. Non, bah, voilà, comme j'ai pu déjà un peu le mentionner tout à l'heure, c'est que quand même, quand je suis revenu à Paris, là, tout à l'heure, quand je suis allé, il y a 2 mois, là, quand je suis allé au Panthéon, les choses comme ça, quand tu voyages, même en Russie, qui est un très beau pays avec beaucoup de culture et d'histoire, ouais, quand même, Paris, ça reste la plus belle ville. Bon, malheureusement, c'est plus très propre, c'est plus très, avec le Paris de 1900, je pense, 1950 maximum, c'est quand même plus intéressant que le Paris de 2025. Culture, histoire, décrire la France. Sinon, on garde un mot et je te demande 3 mots du coup, mais un mot France, un mot Dubaï, un mot Estonie. Ouais, écoute, comme ça on garde vraiment que le positif, parce que en second mot, je pensais plutôt à un aspect évidemment négatif. On a parlé notamment sur la fin du podcast, mais bon, ouais. C'est la réalité, quoi. Sinon, je serais pas là à parler si j'étais resté en France. Écoute, sur l'Estonie, moi, accueillant, quoi qu'il arrive, malgré le froid ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est ma perception. Pour moi, c'est le mot accueillant qui me parle. Je suis d'accord. Agréable aussi, voilà. Agréable, accueillant. Ouais, je suis d'accord. Et sur Dubaï? Sur Dubaï, ce serait le soleil. Futurisme. Très bien. Je prends ces 3 mots. Merci à toi, Enguerrand, pour ton temps. C'était méga intéressant. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des remarques à faire, dites-nous. Et s'il y a des choses intéressantes, en vrai, moi, je suis pas fermé à chaque fois. S'il y a des commentaires qui vont pas du tout dans le sens qu'on a dit, vous êtes pas d'accord, vous avez des choses à dire, dites-le. Si vous voulez, on s'en fait une vidéo, on en parle. Et même si vous voulez, on refait une vidéo avec Enguerrand et on réagit aux commentaires et on y répond. En vrai, on peut totalement, on est ouvert. L'idée, c'est de créer une communauté aussi avec ce type de vidéo. Donc, n'hésitez pas à
à partager vos ressentis. Et puis sinon, Enguerrand, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai tous les liens en description. T'as quoi? T'as un Instagram? T'as une chaîne YouTube? T'as le site de ta boîte peut-être? Ouais, techniquement, mais si on veut m'écrire personnellement, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, vous pouvez le faire sur Instagram, vous pouvez le faire aussi sur LinkedIn, surtout sur ces deux réseaux-là. Ouais. Et puis après, notre site internet, propulse.me, pour les entrepreneurs, les entreprises qui voudraient se développer potentiellement sur Instagram et sur TikTok. Et puis voilà. Parfait. Je mets tous les liens en description. Merci à toi, Enguerrand, pour ton temps et peut-être à très vite pour répondre aux commentaires. Avec plaisir, n'hésitez surtout pas. Merci évidemment Clément et puis bonne journée à tous nos auditeurs.